tous les mardis soirs. Bienvenue dans Cap vers l'avenir, votre magazine sociopolitique hebdomadaire sur la première chaîne de la communauté haïtienne de France, H-Live. Débats, conférences, interviews et rencontres. Tous les mardis soirs, à partir de 21h, JDEMS reçoit pour vous un ou plusieurs invités qui décryptent l'actualité sociopolitique haïtienne. Ne ratez pas un seul numéro de Cap vers l'avenir avec JDEMS sur H-Live. Chers téléspectateurs de H-Live, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Cap vers l'avenir. Comme d'habitude, nous recevons pour vous un invité pour commenter avec nous l'actualité sociopolitique haïtienne. Aujourd'hui, nous avons comme invité un révérend, un honorable, je voulais dire. Il vient d'Haïti. Il est donc le député de la circonscription de Gressé. Il s'appelle Antonio Veriquin, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir JDEMS, c'est un plaisir d'être avec vous. Je profite de l'occasion pour vous saluer les différents téléspectateurs et en particulier les ressortissants d'Haïti, encore plus spécial les Gresséois qui sont à Paris. Tout à fait. Nous ne sommes pas à notre première rencontre, cher député. Nous sommes déjà vus au Palais national lors de l'investiture de notre président, le président Jovenel Moïse. Vous nous avez promis de venir à Paris pour nous parler en long et en large de vos activités, de ce que vous comptez faire pour la circonscription, également de nous parler du développement du pays. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de cette émission Cap vers l'avenir. Alors, nous sommes le 17 octobre. Qu'est-ce que cette date représente pour vous-même et également pour le peuple haïtien en ce moment? Grand merci de m'attirer l'attention sur cette date. On profite de cette occasion pour en quelque sorte sympathiser aux descendants de Dessalines. Et puisque nous sommes des fils d'Haïti, nous savons pertinemment ce que Jean-Jacques Dessalines représente pour nous. C'est le père de la nation, pour ne pas dire l'un des pères de la nation. Et il faut dire que ce 17 octobre, ça marque la mort de Jean-Jacques Dessalines. C'est à cette date-là qu'on l'a assassiné. Disons, presque tout le monde dit que c'était au Pont Rouge et que moi, en ma qualité de professeur, je dis qu'on a déposé le corps, du moins le cadavre de Dessalines au Pont Rouge, mais Dessalines a été assassiné dans une résidence privée à la Lue. D'accord. Mais Dessalines, l'empereur, il est symbolisé comme le père fondateur de cette république, le père de la liberté des Noirs. Alors, en tant qu'Haïtien, est-ce que vous, personnellement, en tant que député, est-ce que vous ressentez cette liberté de la République à cette heure-ci? Bon, normalement, il faut dire que le peuple haïtien paie encore quelque chose que l'on considère comme étant un crime, comme étant un désordre, comme étant quelque chose de désagréable. Le fait tout simplement, on a donné l'exemple, on a donné le goût de liberté au monde entier, parce que c'est le premier peuple indépendant, et c'est ce peuple-là qui en quelque sorte donne l'exemple au peuple noir, aux différents peuples noirs du monde entier, et du moins qui donne le ton aux différents peuples pour dire que nous sommes noirs, certes, mais nous sommes appelés à être libres, ou du moins nous pouvons être libres. C'est pourquoi on peut dire que jusqu'à présent, nous continuons à payer cette dette parce que cette charge, ce prix de la liberté, parce que on ne nous a pas, en quelque sorte, on ne nous pardonne pas d'avoir pris les armes. D'avoir pris les armes pour combattre l'armée française à cette époque. Et c'était en quelque sorte une armée
très puissante, pour ne pas Ah dire oui, à cette la époque. plus puissante de l'époque. Tout à fait. Et l'armée napoléonienne. Napoléonienne. D'accord. Donc il faut dire que nous sommes aujourd'hui à un 17 octobre. Et très certainement, cette date-là ne peut pas en quelque sorte sortir de la tête de n'importe quel Haïtien, pourvu que Ou de la tête des Noirs en général. Dessalines représente. Parce que normalement, on peut dire noir, mais ça veut dire pas pour autant que tous les Noirs, tous les Haïtiens doivent être noirs. Donc c'est pourquoi on parle des Haïtiens. Les Haïtiens en général. Tout à fait, je suis d'accord. Donc nous sommes le 17 octobre 2017. Or, le 17 octobre 2016, ça fait déjà... Le 17 octobre 1806, ça fait déjà 211 ans depuis qu'on a assassiné Dessalines. D'accord. Mais en fait, ma question, c'est de comprendre si Dessalines était encore vivant, est-ce qu'il accepterait de vivre dans cette république comme vraiment une république libre? Sommes-nous pas à côté de l'idéal de Dessalines? Normalement, il faut dire que oui, c'est ce que je viens de dire. Jusqu'à présent, nous continuons encore à payer ce prix-là. Mais à côté de ce prix, il faut dire que, comme s'il ne fait pas l'histoire, mais il faut dire réellement que on ne voit pas réellement ce qu'on fait avec cette indépendance, mais ce sont les conséquences de l'esclavage, ce sont les conséquences de l'exploitation abusive des Européens, particulièrement la France et l'Espagne, parce qu'ils nous ont pillés, ils ont tout apporté en Europe, ils ont tout pris, et pour finir, pour prendre cette indépendance, et on a pratiqué, le peuple haïtien, ou du moins le peuple nègre, a pratiqué une politique, la politique de coupe et tête boulécaille, et que jusqu'à présent, cette politique-là nous suit encore, parce que dès que l'haïtien se sent nerveux, dès que l'haïtien se sent incapable de dialoguer, l'haïtien n'aime pas trop dialoguer, et bien à ce moment-là, ils veulent en quelque sorte prendre les armes, du moins c'est la politique coupe et tête boulécaille. Et de nos jours, nous faisons la promotion d'une nouvelle politique. C'est construire de préférence de nouvelles têtes et puis construire de nouvelles maisons, parce que cette politique ne nous amène jusqu'à présent nulle part. D'accord. Alors, je suis très, très heureux de vous interviewer, cher député, parce que vous faites partie de la magistrature suprême. Donc, en ce moment, vous êtes appelé à prendre des dispositions et aussi à légiférer pour le bien-être de la nation haïtienne, de ce peuple, le peuple haïtien. Et c'est d'actualité de parler de Dessalines, qui a donné, je dirais, sa vie pour cette république, pour qu'elle soit libre, réellement libre. Et lorsque nous remontons à l'histoire d'Haïti, compte tenu des dizaines de forces armées internationales qui ont déjà foulé le sol d'Haïti, alors on se demande, il n'y a pas que moi en tant que journaliste, mais il y a aussi d'autres journalistes internationaux et également d'autres journalistes haïtiens qui se posent également la même question. Est-ce que Haïti est-elle encore libre? Respecte-t-elle l'idéal de Dessalines qui a sacrifié sa vie aux dépens des colons pour donner de la liberté aux Noirs, aux Haïtiens? Alors comment peut-on, dans un contexte actuel, comment peut-on parler de liberté en ce moment pour la République d'Haïti? Il faut citer avec la présence de MINUSTAH, tant d'autres forces internationales en ce moment. Bon, j'ai bien appris que certaines de ces forces vont bientôt, j'ai entendu dire. Depuis 15 octobre, la force de la MINUSTAH n'est plus en Haïti, parce que c'était à cette date-là qui devait en quelque sorte marquer la fin de leur mission, parce qu'on n'a pas renouvelé la mission de la MINUSTAH
en Haïti. Et normalement, on a parlé de la mini-juste et que jusqu'à présent, j'ai pas toutes les informations parce que je suis en dehors du pays. Du pays, oui, c'est vrai. Depuis tantôt quelques jours. Et on tient contact, mais c'est pas encore arrivé. Et la mini-juste, c'est juste pour renforcer le système judiciaire. Mais il faut dire que à cette question de la présence des militaires étrangers en Haïti, déjà c'est anticonstitutionnel, et il faut mentionner. Mais après, il faut dire que c'est en quelque sorte l'application d'une politique étrangère ou du moins d'une politique internationale à l'égard d'Haïti. Parce que normalement, si on prend une déclaration de Napoléon Bonaparte, lui qui présidait, ou du moins qui était le chef suprême en France à cette époque-là, dès que l'armée française était mise en déroute par l'armée des Saliniennes, disons mieux, ou du moins l'armée haïtienne, eh bien, Rochambeau voulait retourner, reprendre le contrôle du territoire. Tout à fait. Et voilà, il a demandé support, ou du moins renfort à Napoléon, ce que Napoléon refusait catégoriquement parce que la France était en guerre avec le reste de l'Europe, vous savez bien, parce que c'était l'époque de la France révolutionnaire. Face à cette question-là, face à cette situation-là, eh bien, Napoléon avait refusé catégoriquement d'envoyer ce qu'on dirait en Haïti, backup à Rochambeau. Eh bien, il a fait une déclaration. Il ne s'agit pas d'envoyer de soldats à Saint-Domingue, mais au contraire, nous devons agir à ce que les petits-fils d'Haïti regrettent qu'ils aient été indépendants. Ça, c'est une déclaration que nous devons mentionner. Elle a fait l'histoire. Et de plus, la communauté internationale, surtout les puissances impériales, les puissances colonialistes, ont refusé d'accepter l'indépendance d'Haïti. Et à cet effet, vous le savez bien, l'indépendance que l'on a pris au prix du sang, eh bien, devait être payé pour être reconnu. Vous savez bien, parce que sous Boyer, eh bien, la France avait exigé une forte somme à Haïti pour reconnaître son indépendance. Ça, c'est un crime contre l'humanité, contre le pays, en fait. Tout à fait. Et deuxième paramètre à considérer, si l'on prend certaines déclarations, par exemple, le fameux président américain qui disait il faut mettre tout le temps ces nègres noirs, ces nègres d'Haïti en situation de désaccord tout le temps. Il faut les diviser en permanence parce que si on les laisse unir, si on les accorde du temps pour se renforcer, eh bien, ils peuvent faire pas mal de choses. Eh bien, c'est à ce moment-là, on peut comprendre que la main cachée dans la situation d'Haïti et dans cette plein 21e siècle. Chers téléspectateurs de H-Live, vous suivez Cap vers l'avenir. Vous nous suivez sur Freebox 436 et Bouygues 662. Également en Guyane française sur Orangebox 582. Sans oublier Guadeloupe, Martinique. Nous avons comme invité M. Antonio Veiquin, député de la circonscription de Gressier, qui répond à nos questions. Alors, chers députés, dites-nous, aujourd'hui, beaucoup de forces, beaucoup de gens en Haïti, la société civile réclament le départ de cette force internationale, la MINUSTAH et tant d'autres. Je ne sais plus quel nom qu'on donne aux forces étrangères pour assurer la sécurité du pays. Alors, demain, cette force serait partie. Quelle serait donc la sécurité du peuple haïtien? Normalement, il faut, d'une part, parce que on m'a appris lorsque j'ai été tout petit, de ne pas tout simplement regarder le verre à moitié vide, mais il faut aussi voir l'autre moitié, la moitié qui est pleine. Et donc c'est pourquoi il faut dire que peu importe ce que l'on reproche à la MINUSTAH, eh bien normalement il avait en quelque sorte une importance parce que certaines fois ils ont en quelque sorte accompagné la police haïtienne, soit la PNH, dans certaines interventions. Et il faut dire que
très souvent, cette même force peut être aussi à la base de l'instabilité parce que à chaque fois que l'on arrive et que la ministre arrive à fin de contrat, à fin de mandat, eh bien, on peut rapidement constater que il y a une sorte Différents dérapages d'instabilité parce que c'est juste pour justifier leur présence en Haïti. D'autre part, la présence de la ministre en Haïti cause pas mal de problèmes. Si on prend le cas de du choléra, par exemple, parce que c'est la force onusienne, c'est cette force onusienne-là qui a ramené ce qui a virus. apporté cette maladie sur l'île, si on peut parler ainsi. Ça a été reconnu? Oui, c'est ce que la ministre, ou du moins, il y a eu un rapport de l'ONU à ce sujet? Les Nations Unies reconnaissent officiellement que ce sont eux qui ont apporté le choléra en Haïti. Est-ce qu'il y a réparation? Donc, normalement, c'est ce que l'État haïtien, et c'est cette plaidoirie-là que l'État haïtien mène de nos jours, et que puisqu'ils ont reconnu leur tort, eh bien, pourquoi de ne pas, en quelque sorte, dédommager les familles victimes? D'autre part, il y a pas mal de fils et de filles de ces soldats onusiens en Haïti parce que ces messieurs-là prennent leur plaisir et en quelque sorte galvauder à avoir des relations sexuelles avec les jeunes filles et puis ils les ont donné un enfant et puis ils sont partis. Deuxièmement, ça arrive que les soldats onusiens pratiquent ce que l'on appelle l'homosexualité avec les jeunes garçons haïtiens et ça, en quelque sorte, ce sont des conséquences négatives du passage de la MINUSTAH en Haïti. Et jusqu'à présent, ce sont des actes révoltants et que moi, en ma qualité de député, on travaille très sérieusement à donner support, à supporter, à accompagner tous les parents, toutes les familles victimes des actes de vandalisme, des actes de brigandage de la MINUSTAH. Selon vous, député Véricain, la force de police est assez professionnelle pour garantir la sécurité du peuple haïtien? Normalement, il faut noter que non seulement on doit réellement tenir compte du manque de professionnalisme de la PNH, mais il faut dire que le peuple haïtien, c'est un peuple extrêmement civilisé. Par exemple, il y a certaines sections communales, il y a certaines communes du pays qui jusqu'à présent fonctionnent à moins que 10 policiers. Et des populations allant jusqu'à 50 000, 30 000, 40 000 habitants et pour moins que 10 policiers. Donc il y a un problème d'effectif. C'est pour vous dire que quelque part, il y a un problème d'effectif. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'embargo que les États-Unis, ou du moins les pays, les puissants pays ont mis sur Haïti pour pouvoir acheter des armes. À ce moment-là, la police est en quelque sorte dans une situation de manque de matériel, de pénurie. C'est ce qui fait en quelque sorte, on peut constater qu'il y a certains cas d'insécurité, mais c'est de l'insécurité informelle, fabriquée si on peut parler ainsi, parce que on n'a pas ce sont des cas isolés. Voilà le vrai mot. Ce sont des cas isolés parce que logiquement, on ne peut pas parler réellement d'insécurité pour Haïti. C'est une mauvaise presse que l'on fait de Haïti. Haïti est encore victime de ça parce que normalement, on dit que il y a certaines sections communales, il y a certaines communes en Haïti où il n'y a pas de présence policière. À ce moment-là, malgré tout, la population. Prenons par exemple les États-Unis étant la plus puissante armée du monde, le pays possède dans la plus puissante armée du monde, ce qui se passe. Tout récemment, le cas de ce citoyen-là
qui est rentré dans un la boîte de espace, nuit. la boîte de nuit, et tué plus d'une cinquantaine de personnes. Il y a plus d'une centaine même. Et plus de 600 ou 360 autres blessés. Donc ça, c'est pour vous dire que dans quel état, dans quelle situation l'insécurité bat son plein dans ces pays-là. La France, tout le temps, est sur pied de guerre parce qu'ils surveillent et partout et par là parce qu'ils ont tendance qu'ils vont être attaqués par des terroristes. Et pourtant, en Haïti, c'est devrait être pire si normalement il y avait de l'insécurité. Donc, je dis pas ça pour qu'ils commencent à augmenter la fabrication de l'insécurité en Haïti. Non, je dis de préférence qu'ils doivent en quelque sorte comprendre que le peuple haïtien, c'est un peuple moral. C'est un peuple qui mérite réellement d'être accompagné. Et il faut dire aussi bien, quand les grandes puissances, quand les grands pays font quelque chose pour les petits pays, c'est pas une faveur, c'est plutôt en quelque sorte un devoir moral. Parce que logiquement, il y a ce qu'on appelle l'interrelation qui doit exister entre les pays et que Haïti a toujours quelque chose à faire. Oui. Et si on ne fait pas ci ou ça pour ce petit pays-là, eh bien, les grands pays vont être automatiquement attaqués. Si l'on prend par exemple des milliers de Syriens qui sont ici en France, des milliers de Libyens qui arrivent ici en France, parce qu'ils réclament en quelque sorte quelque chose. Parce qu'ils disent que eh bien, ces Occidentaux-là ont pillé, ont exploité leur pays. Ces Occidentaux-là ont causé pas mal de tort à leur pays. Eh bien, ils apportent de la misère symbolique dans leur pays. Donc, c'est quelque chose que nous devons en quelque sorte prendre en compte. Dans quelques instants, chers téléspectateurs de H-Live, nous allons aborder la question de l'armée avec notre invité. Nous observons une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Tous les mardis soirs, bienvenue dans Cap vers l'avenir, votre magazine socio-politique hebdomadaire sur la première chaîne de la communauté haïtienne de France, H-Live. Débats, conférences, interviews et rencontres. Tous les mardis soirs, à partir de 21h, JDEMS reçoit pour vous un ou plusieurs invités qui décryptent l'actualité socio-politique haïtienne. Ne ratez pas un seul numéro de Cap vers l'avenir avec JDEMS sur H-Live. De retour après cette brève pause, chers téléspectateurs de la première chaîne de la communauté haïtienne de France. Nous voilà avec notre invité sur le plateau de Cap vers l'avenir, M. Véricain Antonio, qui répond à nos questions. Alors, chers députés, nous parlions juste avant la pause de la question de l'armée d'Haïti. C'était une promesse du président. Yep. Alors, selon vous, peut-on réellement réaliser cette promesse de campagne? Donc, normalement, on nous a toujours appris, quand on veut, on peut. C'est pour dire que je suis sûr et je suis certain que dès que le président veut, il pourra. Et on tient à dire que il n'y a aucun juste empêchement pour qu'il y ait de l'armée en Haïti. Déjà, on a eu l'armée en 1804, très certainement l'armée qui a défié l'armée française. Eh bien, pourquoi pas? Donc, on est en 21e siècle, certainement. On ne va pas avoir des forces armées sans armes, on ne va pas avoir de forces armées sans matériel, mais l'armée que prône le président, c'est pas une armée pour aller en guerre avec la France, c'est pas une armée pour aller en guerre avec les États-Unis d'Amérique, voire nos voisins dominicains, mais c'est une armée pour contrôler l'environnement, c'est une armée pour apporter de l'aide, parce qu'à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles, eh bien les soldats canadiens, les soldats américains, les soldats français foulent le sol haïtien pour apporter de l'aide. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Et ces aides-là, fort souvent, coûtent beaucoup plus cher, ou du moins favorisent beaucoup plus
aux soldats qu'aux victimes. Est-ce que vous voyez exactement je comprends la nuance. Parce que les soldats apportent de l'aide. Ça peut arriver que l'aide qu'ils apportent coûte 500 € par exemple. Et pourtant, les soldats, pour le déplacement et pour leur entretien, coûtent environ 50 000 $. Ça, c'est une faussée en quelque sorte en termes de différence. À ce moment-là, s'il n'y a pas de l'hypocrisie du côté des pays amis d'Haïti ou du monde de l'international, eh bien, c'est une initiative qu'ils devraient en quelque sorte accompagner, qu'ils devraient en quelque sorte chérir, parce que logiquement, le peuple haïtien étant un peuple vulnérable, de par notre positionnement géographique, le pays d'Haïti, eh bien, doit avoir cette force armée-là. Pourquoi? Parce que de fort souvent, on va utiliser ces jeunes dans l'ingénierie, par exemple, pour construire des routes. On va utiliser ces jeunes-là parce que ils seront des agronomes. On est en route pour une armée professionnelle. À ce moment-là, on va avoir des médecins militaires, des agronomes militaires, des professeurs militaires, etc. À ce moment-là, pourquoi de ne pas, en quelque sorte, donner mais est-ce qu'il n'y a pas un cafouillage? Est-ce qu'il n'y a pas un cafouillage? Parce que on se souvient tous que l'armée avait été démobilisée, déstabilisée par un décret. Donc, normalement, le décret ne peut pas remplacer la Constitution. Il est constitutionnel que Haïti comporte deux forces armées. Un décret peut remplacer notre décret. La police... Jusqu'à présent, il n'y a aucun décret du président Jovenel. Vous m'entendez un peu? La police et l'armée. Et de ce fait, eh bien, à n'importe quel moment de la durée, à n'importe quelle minute, le président peut en quelque sorte révoquer ce décret-là qui a démobilisé l'armée. Et que même après 90, en 2011, on a amendé la Constitution et cet article tient encore. C'est pour vous dire que jusqu'à présent, cher ami, il est indispensable. Il est un impératif à ce que nous avions une force armée en Haïti, parce que quand il y a des catastrophes naturelles, les aides tardent à venir, les aides tardent à arriver sur les victimes, sur les sinistrés, par exemple, sur la population victime. Eh bien, pourquoi pas que le peuple haïtien s'engage à instituer, ou du moins à remobiliser cette institution tant importante. Je vais vous prendre au mot, cher député. Vous parlez du décret, d'un décret qui avait démobilisé l'armée, déstabilisé l'armée. Alors maintenant, le président Jovenel Moïse avait fait cette promesse de campagne de revenir avec l'armée. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun décret officiel de la part du président pour déclarer que l'armée revienne sur le territoire national. On se souvient tous, après sa longue visite à l'ONU, la décision tout simplement d'avoir nous avons vu un ministère, des hommes et des femmes armés qui accompagnaient le président à la sortie de l'aéroport. Est-ce normal? Normalement, il faut dire que ce n'est pas en quelque sorte dans mon attribution d'aller jusque-là, mais sauf que il n'y a pas de commandement officiel ni de rapport faisant croire qu'il y avait une force armée formelle qui allait rencontrer le président. Mais tout le monde, ce n'est pas un secret pour personne, et qu'il existe encore des hommes de l'ancienne armée qui réclament encore leur remobilisation. À ce moment-là, ils peuvent choisir à n'importe quel moment de donner des démonstrations, mais je ne suis pas sûr que c'est à la demande du président ni à la demande du Premier ministre, mais tout simplement... c'est des volontaires. C'était des volontaires, des hommes qui, en quelque sorte, optent pour la remobilisation de l'armée, et bien qu'ils donnent une démonstration, si on peut parler ainsi. Voilà. Merci à notre député Antonin Véliquin qui répond à nos questions. Vous êtes dans la circonscription de Gressier, une belle ville, une commune? Gressier, normalement, si on veut en quelque sorte
faire une petite histoire, du moins une petite présentation de cette très belle commune. Il faut dire que ça se trouve entre Carrefour et Léogane. Disons, au milieu, si vous sortez entre Carrefour et Léogane, si vous sortez, ou du moins si vous prenez la direction sud du pays, en laissant Port-au-Prince, une fois laissé Carrefour, eh bien, vous arrivez à Gressier. Et une fois laissé Gressier, vous arrivez automatiquement à Léogane. C'est pour vous dire que Gressier possède toute une potentialité parce que avec des sites touristiques très intéressants, tel que et le Guatanakaona, par exemple, il y a quelques vestiges de la colonisation des colons français. Et en plus de tout ça, il y a la mer, parce que c'est une ville côtière, c'est une commune qui est parcourue totalement en longueur par la mer. C'est-à-dire, vous arrivez à Gressier et vous trouvez plus que 150 plages. Ah ouais, c'est énorme. 150 plages. Donc la mer, c'est déjà une richesse pour Gressier. Et avec cette question que la mer qui est polluée à Port-au-Prince, la mer qui est déjà polluée et à Cité-Soleil, à Carrefour, eh bien, on a jusqu'à présent la zone la plus proche de Port-au-Prince, c'est Gressier. C'est Gressier. Donc, normalement, on fait un appel à ce moment-là à l'État haïtien de mettre en valeur cette richesse et qui reste encore jusqu'à présent. Pourquoi pas aussi au secteur privé? Non exploité. Voilà, on fait aussi appel aux investisseurs. À la diaspora aussi haïtienne de France. On fait appel aux investisseurs d'aller en quelque sorte explorer, d'aller voir. Il y a encore des moyens d'exploiter les plages. Très certainement, parce que la mer, à mon avis, reste jusqu'à présent inexploitée parce qu'il y a très peu de plages. Parlant de ces 150, mais il y a très peu de plages qui sont de plages qu'on peut parler de standard international. Ouais, à ce moment-là, s'il y a des investisseurs qui arrivent, qui présentent un meilleur projet à l'État haïtien, pourquoi pas la mairie de Gressier, c'est sûr que... En tant que député, vous facilitez certaines choses, certaines approches? Je peux faire ce qu'on pourrait appeler l'interface entre les investisseurs et l'État haïtien. Entre les investisseurs, je peux mettre les investisseurs sur une même table avec la mairie de Gressier et l'État central. À ce moment-là, eh bien, ils vont discuter et voir en quelque sorte, trouver une issue. Mais quant à moi, je ne suis pas là pour engager l'État haïtien, je ne suis pas là pour engager la mairie parce que ce n'est pas dans mes attributions là. Mais tout simplement, étant donné que je cherche toujours des opportunités pour ma commune, pour ma circonscription, eh bien je fais appel aux investisseurs, je fais appel à l'État haïtien. Le problème des plages agressées, c'est le fait tout simplement qu'il y a ce qu'on appelle... le blocus, c'est le mot, c'est pas trop approprié, mais ici on parle de bouchon, et aux États-Unis on parle de trafic, mais c'est le bouchon qu'il y a à Carrefour, Fort-Sauf. Eh bien, ceux qui viennent de Port-au-Prince ont tendance à se rendre sur la route nord. Sur la route nord, là aussi... C'est plus facile, c'est plus fluide. Il y a aussi de jolies plages, mais la circulation est beaucoup plus intéressante là-bas que traverser Carrefour. Mais étant donné qu'actuellement le président Jovenel parle d'une route périphérique sortant de Gressier jusqu'à Cabaret, à ce moment-là, ça va être en quelque sorte... un atout très intéressant pour Gressier, pourquoi pas pour le pays tout entier. D'accord. Mais avant d'être député, M. Verica, quels étaient donc les problèmes de cette commune? Qu'est-ce que vous avez voulu changer avant d'être député? Donc, il faut dire que ce n'était pas dans ma vision. Ou d'améliorer aussi. Ce n'était pas dans ma vision d'être député. C'est pourquoi... normalement, lorsqu'on m'a fait cette approche, on m'a proposé d'aller aux élections du mois de me porter candidat. Et dans un premier temps, j'ai refusé catégoriquement parce que je ne m'y attendais pas, disons bien.
Mais il faut dire, après un certain temps de réflexion, on a partagé, Et le choix a été fait par qui? Et puis, par le peuple ou on par a certaines accepté. catégories? Parce que normalement, Gressier était devenu circonscription en 2005 par un décret du président René. Non, c'est pas Préval, c'est par un décret du président Boniface Alexandre. Après Aristide. Après Aristide. Dans l'intervalle 2004 à 2005. Donc à ce moment-là, donc on allait pouvoir accorder la chance aux Gressérois de voter leur propre député parce que la circonscription n'a pas été unique. C'était une circonscription ayant 2 communes, c'est la circonscription Carrefour-Gressier. Eh bien, lorsque Gressier allait être circonscription, on m'a fait cette approche. J'ai eu toujours, disons, ce qu'on pourrait appeler notre équipe de discussion politique, notre équipe dans la commune, une équipe de jeunes qui tout le temps pensent et réfléchissent autour de la situation de Gressier. Et puis, les jeunes ont décidé de dire, mon cher Véricain, il va y avoir un député agressé, donc vous devez y aller. Donc, normalement, je dis, non, monsieur, c'est pas vrai, parce que normalement, je ne suis pas encore prêt. Et pourtant, on a fait ça. C'est une longue histoire. Et jusqu'à ce qu'on a loupé, disons mieux, les élections de 2005. On était 3e à ce moment-là. Et en 2010, je voulais moi-même participer aux élections et ce que je me portais candidat et que suite à pas mal de difficultés, pas mal de désordre électoral et politique, on a pris mes élections, des élections qu'on a gagnées, qu'on est sûr qu'on a gagnées, mais on a pris ça et que en 2015, on a organisé les élections législatives et que ce que j'ai remporté haut et fort. Sur quelle bannière? Et c'est sous la bannière du PHTK. Et donc avec le fameux président haïtien Jovenel Moïse. Et disons, pour dire que je faisais et je fais encore du social parce que c'est ma passion, c'est aider, c'est toute ma vie. Donc je continue à apporter mes aides à la jeunesse et c'est pourquoi on me trouve presque sur tous les terrains. Tantôt on me trouve avec les parents, et tantôt on me trouve avec les jeunes, tantôt on me trouve avec les associations, et tantôt on me trouve avec les élus locaux en train de faire des actions pour la communauté. Il faut dire que c'est une commune ayant pas mal de problèmes. Voilà, c'est ce que nous avons voulu savoir. Et on pourrait même dire que la commune de Gressier est presque synonyme de problématique. Problème parce que en termes d'infrastructures et de toutes sortes, eh bien, il y a alors, vous parlez d'infrastructures, canalisation, les routes, les infrastructures globalement, les infrastructures sanitaires, parce que jusqu'à présent, c'est tout récemment, disons, c'est au cours de l'année 2017, sous mon mandat de députation, on a inauguré une maternité agressée et cette maternité-là, jusqu'à présent, fonctionne sans ambulance. Donc, il n'y avait pas d'hôpital agressé? Sans bloc pas d'hôpital? Non. Aucun sans hôpital? Bloc obligatoire. Donc, aucun. Jusqu'à présent, Gressier commence à parler de lycée à partir de ce mois d'octobre-ci, parce que c'est le lundi. Vous avez maintenant un projet de construire un lycée en ce moment? Le lycée a été déjà construit. Oui. C'était depuis 2014-2015 et ça a terminé. Mais que normalement l'État haïtien ne voulait pas. Et en plus, il faut peut-être mentionner qu'il n'y a pas eu de responsable pouvant contraindre quand l'État haïtien a donné ce lycée, à ouvrir ce lycée et à agresser. Et bien, une fois arrivé moi, j'ai rencontré les personnages qu'il faut rencontrer, par exemple le Premier ministre et le ministre de l'Éducation, pour dire normalement c'est un impératif et c'est obligatoire
d'ouvrir ce lycée. Et là, c'est en bonne voie. Et que bataille que l'on a pu gagner parce que le lycée a ouvert ses portes cette année-là. Ah, mais bravo, bravo. Donc, il faut aussi bien souligner que c'est une commune ayant de problèmes d'infrastructure administrative parce que la mairie fonctionne dans une petite maisonnette où les services sont quasiment inexistants. Et il faut aussi noter le tribunal de paix et le bureau de l'officier état civil qui fonctionne jusqu'à présent dans un abri. Si l'État existe réellement en termes de construction, en termes d'infrastructure, c'est tout simplement la police grâce à... Donc, vous parlez de représentativité de l'État, c'est juste à travers le commissariat. Le commissariat, grâce à un don du gouvernement canadien, eh bien, on a reconstruit, après le séisme de 12 janvier, on a reconstruit le commissariat. À part de ça, toutes les institutions, toute l'administration étatique de Gressier fonctionnent dans une situation difficile. Eh bien, c'est pourquoi, il y a beaucoup de soucis. À chaque fois que je rencontre les responsables, du moins les membres de l'exécutif, je n'ai qu'un discours. Gressier doit en quelque sorte être représenté, Gressier doit avoir sa part dans tout ce qui se distribue dans l'État, parce qu'il est inconcevable à ce que jusqu'à présent, les Gressiérois ne comptent aucun centre hospitalier. Il est inconcevable parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune université, même en annexe à Gressier. Eh bien, ça cause beaucoup de problèmes. C'est pour dire que si ce n'était pas le cas, et si n'était pas la présence de certaines écoles privées, eh bien les Gressiérois n'auront plus droit à fréquenter l'école secondaire parce que jusqu'en 2016, le niveau de l'éducation du point de vue étatique agressé arrive jusqu'à 9e année. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes agressés. Je comprends très bien que vous avez une forte responsabilité de représenter cette commune. Mais on a appris à travers le budget, ce fameux budget qui pose beaucoup de soucis, de problèmes, de difficultés, de manifestations en ce moment en Haïti. Il est prévu dans le budget de 2017-2018 d'octroyer un fonds aux députés qui arrivent avec un projet. Non, c'est pas réellement ça. Parce que normalement, il faut rectifier pour vous, ou du moins il faut éclaircir pour les téléspectateurs que ce qui se passe à Port-au-Prince, il faut dire à Port-au-Prince, ce n'est pas une question de budget. Ce n'est pas un problème de budget. Le problème n'est pas budgétaire. Le problème, il n'y a pas réellement de raison valable pour manifester parce que ce sont des manifestations, disons mieux, des manifestations ayant très peu de personnes, mais ce sont des manifestations payées, il faut mentionner aussi bien, et non seulement ayant très peu de personnes, mais des manifestations payées, et que les manifestants ne sont pas réellement bien imbus de ce qu'ils font, ou bien pourquoi ils manifestent. Parce que déjà, il faut noter que les leaders de l'opposition se sont appuyés sur un ensemble de mensonges pour dire que, eh bien, voilà, il y a ci dans le budget, il y a ça dans le budget, et tous sont faux. Alors, si on prend par exemple la question de carte d'identification nationale, ils ont dit que les Haïtiens doivent payer 2500 gouttes. Ouais, 2500 gouttes pour avoir une carte d'identification. C'est faux, parce que la carte d'identification, c'est seulement gratuit, 0 gouttes. C'est gratuit. Et si on prend par exemple la question de passeport, le passeport, c'est un document de voyage. J'ai besoin de mon passeport pour venir en France, j'ai besoin de mon passeport pour aller en République dominicaine, pour aller un peu partout. Donc, normalement, si je trouve pas nécessaire de voyager, eh bien, donc, je reste sans le passeport. Donc, à partir du passeport, Haïti, c'est le pays
où le passeport se fait à meilleur marché. À meilleur marché parce qu'en comparant le passeport en France, c'est à presque 130 ou 133 dollars. Et pour les Français, euros. Aux États-Unis, c'est à 123 dollars le passeport américain. En Haïti, c'est à 83 dollars. Haïtien? À 83 dollars américains. Américain. Et la différence, c'est que pour ces autres pays-là, c'est pour 5 ans, mais pour Haïti, c'est pour 10 ans. D'accord. Donc voilà, c'est pour dire que tout ce que les manifestants disent à travers les médias, à travers les différentes chaînes de télévision, ce sont de purs mensonges. Alors, moi, député Virquin, moi, j'aurais aimé bien revenir sur le sujet du budget, parce que c'est une question politique que je n'allais pas aborder tout de suite. Mais en fait, j'aimerais savoir, y a-t-il réellement une portion du budget qui est consacrée aux députés et sénateurs qui sont apporteurs de projets pour leur circonscription? Je crois pas. Est-ce vrai? Je crois pas, parce que normalement... J'ai entendu dire à la radio que... Il y a deux fonds. Il y a deux fonds que l'on tient compte, à part les projets gouvernementaux. Il y a deux fonds qui sont créés qui vont être puisés du budget. C'est la question de fonds régionaux. Donc, que les maires, les dirigeants du département peuvent en quelque sorte apporter des projets et avoir des projets régionaux, des projets régionaux, disons mieux, et l'État finance. Et puis, il y a la question de fonds communaux. Et dans le temps, c'était une question de 10 millions de gouttes par année. Mais pour cette année, vu qu'il n'y avait pas encore de fonds régionaux, donc on a créé les fonds régionaux et les fonds communaux, et bien à ce moment-là, ça descend jusqu'à 7 millions de gouttes. 7 millions de gouttes pour chaque commune. Et pendant que l'État doit aussi financer. Y compris la commune du Gressier aussi? Oui, chaque commune. Quelle que soit la commune. Donc, c'est ça. C'est pourquoi, en quelque sorte, normalement, on a tendance à dire que les sénateurs, ou du moins les députés, ont voté. C'est parce qu'ils vont leur part dans le gâteau. Mais il faut souligner, et c'est faux et archi faux. Donc, c'est une question de projet. Donc, c'est une question de diriger, parce que ce n'est pas en quelque sorte dans notre attribution, députés et sénateurs, de réaliser des projets, parce que nous ne sommes pas des agents de l'exécutif. Nous faisons tous partie du pouvoir législatif. Et bien, notre mission à nous, c'est de contrôler l'exécutif et de légiférer. Nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission. Vous nous suivez sur différents opérateurs, Bouygues et Freebox, et sans oublier Orange. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous reçoivent sur la Guyane, Martinique, Guadeloupe et même la Réunion. Alors, chers députés, pour conclure cette émission avec vous, nous aurions aimé savoir votre point de vue sur les différentes manifestations qui opposent un secteur du pays face au gouvernement. Alors, en d'autres termes, je voulais dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de regagner la paix dans le pays, puisque sur tous les réseaux sociaux, nous constatons qu'il y a beaucoup de manifestations dans la ville d'Écaille, à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, amenées par Moïse Jean-Charles, et également d'autres collègues alors, je voulais parler des collègues députés. Des députés et sénateurs, comme mon cher ami Antonio, alors qui sont les chefs de manifestation en ce moment. Alors, le gouvernement ne pourrait-il pas trouver une entente par le dialogue avec ses opposants? Normalement, manifester, c'est un droit démocratique, c'est un acquis démocratique que tout un chacun possède à partir de l'adoption de la Constitution de 1987. Donc, on ne peut pas empêcher à quiconque de manifester. C'est un droit. Donc, c'est un droit que tous les citoyens détiennent. Ils peuvent manifester, et pourvu que tout simplement la manifestation répond aux différents critères établis par la loi.
Mais il faut dire que pour cette question de manifestation, que l'on appelle manifestation anti-budgétaire, ou du moins anti-budget, c'est en quelque sorte des hommes qui se sont cachés par derrière le mur et qui en quelque sorte... c'est manipulé, vous voulez dire. Ils font automatiquement quelque chose qu'ils ne peuvent pas déclarer ouvertement au public. Et ça, il faut noter que c'est pour la première fois que l'Haïti, qui parle tout le temps de autonomie, État autonome, qui possède un budget où soit à 70%, le budget est à plus que 70%, le budget est financé par l'État et c'est par, en quelque sorte, l'administration publique. C'est pour la première fois qu'il y a un budget en Haïti où toutes les communes ont en quelque sorte un projet, au moins un projet, au moins un projet et qui s'inscrit là-dedans. Okay? Et si on prend par exemple l'administration Lafontaine-Moïse, qui en quelque sorte se donne pour mission d'électrifier le pays dans 2 ans. Dans 2 ans. Jusqu'à présent, le président tient encore... Vous y croyez, vous y croyez? Jusqu'à présent, je prends le président au mot. C'est un président, il a fait une promesse et jusqu'à présent, il est dans l'intervalle que moi, je suis. À moins que 2 ans, ou du moins au voisinage de 2 ans, et que le président ne fait rien à ce moment-là, eh bien, en ma qualité de parlementaire, je ferai mon travail. Jusqu'à présent, je suis ce que fait le président. Il faut noter que cette question de décision du président de donner, ou du moins d'électrifier le pays, de donner le pays de l'électricité 24 heures sur 24, ça fait en quelque sorte mal à un secteur bien déterminé. Parce que ce sont des hommes qui, en quelque sorte, ou du moins ce sont des hommes qui prennent 260 millions de dollars là, et pour donner ce que l'on donne en Haïti. Donc, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent. On les appelle tout simplement des marchands de blackout. Donc, parce qu'on ne peut pas avoir de l'argent, on ne peut pas prendre un argent et on ne donne pas réellement le service. Et drôle de coïncidence. Ils se payent eux-mêmes. Ouais. Donc, ça, c'est un problème. Deuxièmement, il y a la question de renforcer, ou du moins d'augmenter les infrastructures routières en Haïti. Pour avoir 1 kilomètre de route en Haïti, en asphalte, on doit avoir entre 1 million et 1 million 300 000 et 1 pour million... 1 kilomètre? Pour 1 kilomètre. 1 million à 1 million 300 000 à 1 million 500 000 dollars américains. 1 kilomètre? Pour 1 kilomètre. Ce qui fait que, normalement, avec le président Jovenel, avec 1 million de dollars, on peut avoir plusieurs kilomètres de route. Et qu'il y a toutes les usines d'asphalte que vous voyez qui fonctionnent actuellement en Haïti, eh bien, ce sont des matériels que l'État haïtien possédait déjà. Et que ce secteur-là, ce secteur de bandits et de mafia, si on peut parler ainsi, ont jeté quelque part. Et que l'on a trouvé dans des forêts, on a trouvé un peu partout à travers les cours. Et que le président Jovenel prend l'initiative de les réparer et de les mettre au service de la population. De nos jours, il y a environ 6 ou 7 usines d'asphalte qui fonctionnent dans le pays. Donc vous comprenez bien le président vient tout juste d'asphalter plus que 23 km de route dans le sud. Et qu'il continue encore à travailler. Donc pour vous, la caravane fonctionne très bien. Jusqu'à présent, c'est bien. Si on prend par exemple la caravane après sa sortie dans la vallée de la Tibonite, eh bien, la production du riz augmente à plus de 30 tonnes de riz pour tout simplement... Est-ce que la caravane n'empiète pas sur le travail des ministres? Normalement, c'est pas jusqu'à présent mon problème. C'est tout simplement le peuple haïtien attend une chose, résultat. Le peuple haïtien veut avoir quelque chose pour manger.
Le peuple haïtien veut avoir en quelque sorte du service. Et dès que le peuple trouve ce service, eh bien, c'est pas à moi de dire est-ce qu'on doit appliquer la caravane, est-ce qu'on ne doit pas appliquer la caravane, mais c'est que le peuple trouve les services pour qui il paie ses taxes. Donc, normalement, il faut dire que Haïti, parmi les pays où, disons, laissez-moi vous faire un petit rappel. On parle de on n'a pas beaucoup de temps, mais... On parle de budget qui est si haut. En République dominicaine, et le budget s'élève jusqu'à 18 milliards de dollars. En Haïti, c'est environ 2 milliards. Ça, c'est le budget d'une université aux États-Unis. Okay? C'est le budget d'une ville aux États-Unis ou en France. Mais pourquoi un budget de 2 milliards de dollars pour un pays et pour une année? Et un pays comme Haïti, avec tous ces problèmes. Donc vous voyez pertinemment bien que le problème n'est pas réellement budgétaire. C'est plutôt politique. C'est plutôt politique. Et si on prend avec la caravane, on va en quelque sorte diminuer automatiquement la question d'importation citron, banane et du riz un peu partout. Donc, il y a ce que l'on appelle la main cachée derrière tout ça et que les vrais acteurs se sont cachés derrière le rideau et poussent en quelque sorte des leaders rétrogrades d'Haïti à faire ce qu'ils font. Moi, je ne les appelle pas manifestations parce que ce sont des actes de brigandage. Et laissez-moi vous dire un instant, si j'étais à la place du responsable de la justice et du responsable de la police, donc ces responsables de manifestations auront beaucoup de questions à répondre. Parce que nous sommes dans un pays où l'on doit encourager les investisseurs. Ce n'est pas réellement le moment d'attaquer, de s'attaquer à Digicel, de s'attaquer à Marriott, de s'attaquer à Natcom, de s'attaquer aux investisseurs. C'est pas important. Donc, on est simple citoyen. Donc là, vous évitez le chef de la police à faire son travail. On achète sa petite voiture et puis, arrivé dehors, eh bien, quelqu'un a mis du feu là-dedans. Parce que tout simplement, il manifeste. Une question de budget. Non, il manifeste. C'est ça la manifestation. Donc, j'ai l'habitude de voir des manifestations un peu partout à travers le monde. À Caracas, en France, on a manifesté. Mais est-ce qu'il y a... On va revenir pour une dernière question sur Gressier. Gressier, apparemment, il y a beaucoup de jeunes à Gressier. Oui, c'est une population de jeunes. Alors, qu'est-ce que vous faites pour... en tant que député, pour encadrer ces jeunes? Y a-t-il des écoles de football? Qu'est-ce qu'il y en a à Gressier? Normalement, vous m'avez dit qu'il y a un souci. Normalement, il y a un travail qui se fait actuellement et qui est en train de se terminer. C'est le centre sportif de Gressier qui est en nette réparation. Un stade ou un centre? Un centre sportif, parce que il n'y a pas l'espace pour toutes les disciplines, mais il y a un terrain de foot, un terrain de basketball. C'est déjà pas mal. Un terrain de basketball, et puis il va y avoir, parce que je travaille, il y a un gym là-dedans, et afin que les jeunes puissent pratiquer d'autres disciplines sportives. Et normalement, c'était un gazon naturel, non, on n'a pas de piscine, parce qu'il y a un problème d'espace qui est posé. Et certainement, on va travailler à ce qu'on ait la piscine dans l'espace, dans les locaux du lycée, parce qu'on a pas mal d'espace là-bas, mais tout près du centre, on n'a pas. C'est un terrain qui... Je pense que l'État haïtien doit y penser, parce que... oui, on fait la promotion de la natation. Exactement, la natation. C'est pourquoi on commence à faire promotion de cette discipline à travers les écoles. On encourage les directeurs d'école à encourager les élèves à aller faire ça, parce que normalement ça va être utile dans plusieurs sens. C'est une discipline sportive, certes, mais ça peut sauver aussi des vies. Je connais à Gressier, il y a beaucoup d'associations sportives qui font pas mal d'efforts dans ce domaine-là. Comment comptez-vous... On continue pour dire que normalement, pour les vacances d'été, j'ai pu organiser dans différentes localités plusieurs championnats de football.
Et j'ai pu distribuer pas mal de ballons de football, ballons de basketball. Aux associations ou aux jeunes? Aux associations, aux organisateurs de championnats. Mais il y a aussi quelques hommes qui, en quelque sorte, tiennent à cœur cette affaire, dont nous saluons particulièrement un jeune de Gressé, c'est mon ancien condisciple. C'est pas un jeune de Gressé malheureusement, mais ça, vu sa positionnement géographique, parce qu'il se trouve sur la commune de Gressé, mais un peu plus près de la frontière entre Gressé et Léogane. Donc, je veux parler de Miracle Faveur, c'est un ancien condisciple à moi, et que normalement, on prend l'initiative, ou du moins on lui donne, et on veut continuer à lui donner des soutiens, ou du moins des accompagnements, afin de voir comment il peut continuer à produire des jeunes. Il peut y avoir un budget pour le sport, pour ces différentes activités normalement, il y a le sportives. Il y a le ministère de la jeunesse et des sports. Mais comment vous pouvez donc... C'est un ministère qui fonctionne avec très peu de moyens, parce que normalement, pour avoir les moyens nécessaires, il faut en quelque sorte augmenter les taxes. Pour avoir les services, il faut payer les services. Parce que un peu partout à travers le monde, tous les services sont payants. Donc, on peut constater, vous pourrez avoir envie de visiter la Tour Eiffel, n'est-ce pas vrai? Mais vous payez quelque chose, hein? C'est pas gratuit. Et vous voulez en quelque sorte aller manger sur la mer, eh bien, vous payez pour ça. C'est bateau, ouais. Donc, normalement, le bateau, eh bien, vous payez automatiquement. Et pourtant, la rivière, pour être tenue telle qu'elle, eh bien, l'État fait des frais, n'est-ce pas? L'État paie pour ça. Mais qu'est-ce qui donne de l'argent à l'État? Les citoyens. Donc, et on ne peut pas avoir des services sans les taxes. Mais sans les taxes. Et Haïti, c'est un pays où les citoyens refusent de payer les taxes. C'est un problème d'éducation. Je pense que le gouvernement, à travers des institutions, doivent mieux éduquer la population dans ce sens-là au fil du temps. Voilà. C'est pourquoi, moi, en ma qualité de professeur, en ma qualité d'enseignant, j'insiste à ce que je donne ce petit cours-là, bien que débuté certes, mais ce petit cours d'introduction, d'initiation à la citoyenneté, éducation à la citoyenneté, parce que généralement, les jeunes de nos jours ont beaucoup à faire. Parce que les générations antérieures ont raté le train du développement. Donc, il faut en quelque sorte encourager les jeunes, et eux qui vont en quelque sorte devenir les dirigeants de demain. Citoyens de demain. Les citoyens, les dirigeants de demain, à prendre leur destin en main et voir comment ils peuvent en quelque sorte mettre le pays réellement sur pied du développement et du développement durable. Voilà, monsieur député Véricain qui a répondu à toutes nos questions. Alors les Grissérois, ils étaient très certainement très satisfaits de vous entendre sur ce plateau, le plateau de Cap vers l'avenir. Alors, avez-vous un dernier mot pour le dernier un mot de réconfort, c'est une promesse aussi pour les Grissérois? Le dernier mot, c'est que je dois dire aux Grissérois d'être un peu patient, indulgent, et d'être confiant que leur commune chère à eux et vont en quelque sorte prendre la route du développement. On est confiant et on doit leur dire aussi bien que je suis très fier d'eux, parce que arrivé ici, j'ai rencontré pas mal de Grissérois qui font la valeur de la communauté haïtienne. Tout à fait, ici et à Paris. Mais aussi, il faut aussi dire que je les encourage de retourner et investir à Gressé. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités là-bas. Il faut être Grissérois pour retourner? Non. Moi aussi, je peux y aller? On fait appel à tout le monde. On fait appel, parce que j'ai rencontré pas mal d'étrangers, pas mal de Chinois ici. Et pendant mon passage ici, je les encourage. Il y a certains qui investissent déjà en Haïti, mais
Maintenant, je les encourage de venir investir à Gressier parce que Gressier, de par son positionnement géographique, de par sa position, offre pas mal d'opportunités aux investisseurs. D'une part, c'est très près de la capitale parce qu'on est à 17 km de la capitale. Si on prend le centre-ville de Port-au-Prince et le centre-ville de Gressier, on est à 18 km. Mais si on prend Gressier en termes de limitation par rapport avec Carrefour et Port-au-Prince, c'est à moins de 12 km. Donc à ce moment-là, ça vaut la peine de venir voir et explorer Gressier en soi. D'autres opportunités, c'est que Gressier, c'est la porte d'entrée vers la capitale en sortant du sud, mais c'est la porte de sortie de la capitale en allant vers le sud. Alors, s'il y a des investisseurs qui investissent à Gressier et par exemple de gros magasins, des chaînes d'hôtels, des centres commerciaux, à ce moment-là, il y a certaines choses que l'on va pas même devoir rentrer, avoir besoin d'entrer à Port-au-Prince pour les acheter. Et ça peut arriver qu'on achète quelque chose et puis vous allez à Port-au-Prince pour régler d'autres affaires avec 100 de l'argent en main et puis arriver à Gressier, vous prenez votre affaire et puis vous prenez la direction de votre département, du moins de votre... Alors, le mot final. Donc, en gros, il faut dire que Gressier, c'est jusqu'à présent la commune idéale pour investir. Voilà, chers téléspectateurs de H-Live, de cette émission Cap vers l'avenir, merci d'avoir suivi avec autant d'intérêt cette émission. Nous avons eu pour invité M. Vériquin Antonio, député de la circonscription de Gressier. On se donne rendez-vous mardi prochain et nous remercions aussi ceux qui ont fait le déplacement pour venir regarder, suivre cette émission. Je parle de Guy Innocent, d'Original et tant d'autres personnes. Et merci également à Gusli Culin d'avoir tenu le plateau en bonne et due forme. Mon nom c'est Edouard Franklin James. On se retrouve mardi prochain pour notre numéro. Bye bye.